Eran, avec nous. Après, j'ai revu le film tout à l'heure, donc je sais à peu près dans quel état vous êtes. Et on va prendre le temps de vous laisser progressivement reprendre vos esprits. En plus, ça laisse à Jackie Robson de nous rejoindre. Je vais lui donner un micro. Eran, peut-être pour revenir un petit peu sur le film sans être trop frontal tout de suite sur aucun des protagonistes ou de ce qu'il raconte. Peut-être certains et certaines d'entre vous habitent par ici et ont reconnu les lieux du tournage. Et c'est l'ancienne usine EIF qui sera prochainement la nouvelle maison Pop. Et j'aurais aimé que tu nous parles de pourquoi tu as décidé de pénétrer dans ce lieu-là et de l'utiliser comme plateau de... J'ai eu de la chance parce que disons, Raphaël, qui est le producteur du film, connaissait des gens qui avaient récupéré de l'usine, qui squattaient dans l'usine et qui ont accepté gentiment de me donner de me laisser quelques espaces le temps du tournage, c'est-à-dire quelques jours. Moi, je tourne sur des périodes assez courtes, c'est-à-dire là, il y a au total 7 jours de tournage. Avec tout ce qu'on a vu, c'est 7 jours de tournage. Mon pire ennemi, c'est 2-3 jours. Et il y a une réplique au tout début sur... je vous avais envoyé une photo, ou tu nous avais envoyé une photo, je ne sais plus comment c'est formulé. Un personnage qui fait référence à une photo qui lui a été transmise. Et je me demandais du coup, vu que le tournage est condensé en 7 jours, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment tu t'es préparé, tu les as préparés, qu'est-ce que tu leur as dit à ces 3 protagonistes, quel était le programme que tu leur as annoncé? C'est vrai, est-ce que c'est... disons, la personne qui était la plus dure à convaincre, c'était Romain, donc la dame. C'est elle qui était le plus réticent à participer au tournage, elle avait écrit un livre, elle avait été très critiquée dans son livre par ses copines, qui, elle, avaient résisté ou qui disaient qu'elle avait résisté. Et donc, Romain, elle s'était retrouvée de l'autre côté, quelque part, elle est contrôlée, à être la gardienne de cette section de prison. Après la publication du livre, elles ont dit, ça y est, elle fait un livre quelque part pour se donner de l'importance, et elle n'a pas tout raconté. Entre autres, la scène qu'elle décrit à la fin, qui est la scène du fouet, où elle était témoin de cette scène-là. Donc, dans son livre, elle n'avait pas parlé de cette scène. Et elle avait peur que moi, comme ces dames qui avaient écrit sur Internet, beaucoup en la critiquant, elle avait très peur que je sois un peu du même bord qu'elle et que je vais la piéger par le film. Donc elle ne voulait pas participer. Elle a mis du temps, finalement, elle a accepté. Et puis, et donc ensuite, alors je réponds à ta question. Mais donc, lorsque j'ai contacté M. Ebrahimi, c'est celui qui est chauve comme moi, et M. Ebrahimi, j'ai dit, est-ce que vous voulez bien venir pour un tournage donc, sur cette question de torture? Lui, c'est un militant, donc il a dit, oui, il faut absolument dénoncer, il faut absolument montrer ça. Et puis, il me dit, mais la torture, on ne peut pas juste en parler, il faut voir, il faut que tu reconstitues cette scène de torture, il faut que tu reconstitues la salle, il faut la refaire. Moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas la refaire, parce que je n'ai pas vu cette scène-là. Je n'ai pas vu cette salle de torture. Par contre, toi, tu l'as vue, toi, tu peux la refabriquer, et puis moi, je te filme. Quelque part, tu es le décorateur d'une salle que moi, je filme. Il a dit, très bien, ça me va très bien, on fait ça. Je lui ai demandé ce dont il avait besoin, il a dit quelques câbles, un lit, des monotes, plusieurs monotes. Je lui ai dit combien? Il a dit, je ne sais pas, plus t'as de monotes, mieux c'est, parce que des fois, on est trop court, donc il faut en rajouter un pour rallonger. Et puis finalement, on n'a pas trouvé exactement ce qu'il lui fallait, parce que lui, il est très précis, hein, on voit bien dans le film qu'il est très précis.
Et lorsqu'il est venu, heureusement, dans cette espèce de hangar énorme, il y avait plein de choses aussi qu'on a pu utiliser, quoi, le tendeur, et puis il y avait plein de câbles aussi qu'on a pu récupérer, et puis par chance, par miracle, ce monsieur, il savait faire de la soudure, il s'est aussi cadré, parce que c'est lui qui met le cadre aussi de la télé. Et puis, voilà, donc c'est un peu... donc tout ça, c'était au téléphone. Je lui ai dit, dis-moi ce dont tu as besoin. Il m'a un peu expliqué. J'étais parti le rencontrer une première fois à Francfort, parce qu'il habite là-bas maintenant. J'avais passé une journée avec lui, on avait discuté pour qu'on puisse un peu se comprendre, vraiment. Et puis ensuite, il est venu. Et moi, par contre, elle était très réticente. Quand elle est venue, les autres, j'avais déjà un peu tourné avec les autres, du coup, ça lui avait un peu donné envie d'aller plus loin. Donc, je lui ai montré les images qui montraient qu'on a fabriqué des choses, qu'on se reconstituait, qu'on a fabriqué tout ça. Et d'un coup, ça l'a boosté, quoi. Elle a dit, il faut que notre partie soit vachement bien aussi, quelque part. Voilà. Jackie, évidemment, vous intervenez quand vous souhaitez, parce que... Je ne sais pas, comme vous voulez, hein, je peux intervenir, ou peut-être que les gens à chaud ont aussi envie d'intervenir. Si quelqu'un veut tout de suite répondre, mais moi j'ai été frappé là par la petite phrase de Mehran, du dialogue que tu viens d'exposer entre toi et ton camarade, je ne sais pas comment l'appeler, ton ami, ton camarade, sur... mais tu sais, moi je ne l'ai pas vu. Moi je n'ai pas vu la scène. Moi j'ai dit ça. Oui, tu as dit ça, je n'ai pas vu la scène, toi tu la connais. C'est vrai que c'est tout de suite, on rentre un petit peu, pour moi, dans le vif du sujet qui touche ton domaine, un petit peu comme le mien, hein. C'est la représentation de cette scène manquante, qui est un vieux débat. Il y a même Retipan, qui a d'ailleurs en ce moment, qui a fait un film il y a quelques années, qui s'appelle L'image manquante, qui vient essayer aussi de traiter ces images qui manquent, concernant tout ce dont on parle, la violence politique, la prison, ça va jusqu'à la question de la Shoah, et comment on fait pour faire ces représentations qui est un vieux débat. C'est le vieux débat des années de Lanzmann, qui considérait qu'on ne filme pas les chambres à gaz, avec ce que Rancière, un philosophe, considérait comme parfois un peu inflationniste. Cette idée inflationniste qu'on ne peut pas figurer, on ne peut pas représenter, conférant à tout un domaine de situation une espèce d'aura de terreur sacrée, qui empêchait presque de travailler toutes ces questions. Je ne sais pas si certains se rappellent les débats de l'époque, c'était assez important. Et qui rejoint une question qui est la mienne, puisque mes patients, je les retrouve dans ce que disent des amis. Ils viennent me voir. Moi, je travaille au centre Primo Levi à Paris, on reçoit des personnes victimes de torture et de violence politique, et puis ils viennent me voir et me disent je suis torturé, j'ai été torturé, ou j'ai été violé. Puis boum, tout de suite, il y a un sentiment de perplexité après avoir dit ça. Et on sent très vite, ils nous font sentir très vite que les mots n'accrochent pas l'intime de l'expérience. Il y a un blanc, comme ça. Il y a quelque chose, ça ne marche pas. Et c'est vrai que l'enjeu, pour eux, c'est comment trouver une formulation d'une expérience quand même particulière, adressable dans une forme à quelqu'un. C'est un vrai enjeu, la parole. Qui se rejoint dans la question un peu du témoignage. Moi, j'ai trouvé très intéressant certaines des modalités que tu as mises en place. Parce qu'on est en quelque sorte entre deux choses. Dépasser l'intransmissible, quand même, essayer quand même de transmettre quelque chose quand même de cette expérience, sans verser dans tout ce débat, c'est-à-dire l'obscène. Toi, tu disais, par exemple, on parlait d'un autre film, c'était du kitsch. Il y a des films qui montrent, c'est très kitsch, ou d'autres, c'est hyper réaliste. On va mettre un accoutrement aux personnes et presque on va leur remettre l'accoutrement de l'habit de prisonnier, etc. Et que ça peut prendre une forme un peu presque obscène. Il y avait la dimension trop esthétisante du cinéma. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film de Gio Pontecorvo, qui filme une femme qui saute sur un barbelé dans une forme de contre-plongée. Comme ça, une forme d'esthétisation. Et là, ce que je trouve intéressant, où tu arrives à dépasser, par exemple, j'étais très touché par le personnage au départ qui crée sa petite prison à partir de morceaux de bois. Si on regarde bien les lieux dont vous parlez, vous en parlez tout de suite, c'est des lieux du commun que tout le monde connaît. C'est voilà, où on voit même dans le fond de l'image, en fait, plein de débris qui n'ont aucun rapport avec le film. Plein d'objets. Ou même la petite prison, comme ça, et je trouve intéressant, c'est comment ça vient soutenir
à la fois le témoignage, ce qui n'apparaît pas dans le témoignage, qui est compliqué à dire, mais tout en retranchant la dimension obscène, parce que c'est des petits objets, des petits artefacts comme ça, qui viennent déjouer, moi je trouve, qui venaient déjouer la dimension trop subjective parfois de la parole. La parole, ça donne parfois à voir, c'est pas toujours très si agréable que ça, le témoignage. Donc ça, j'ai été très touché par cette dimension-là, qui venait border, diguer la dimension obscène par des petits artefacts, comme ça on vous voit un peu, c'est pas le gros Barnum, c'est pas tout là, le truc technique, on va essayer de faire un truc hyper réaliste comme ça, qui aurait été saisissant, qui n'aurait pas été agréable, qui nous empêcherait même d'écouter, alors que là c'est un petit truc. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'est pour que quelque part l'émotion arrive et que la parole se libère, quoi. Peut-être de... Pardon, peut-être le strict minimum qu'il faut pour que lui il se rappelle, pour qu'il puisse retrouver la mémoire, et aussi pour lui, en tout cas c'est ça qu'il nous a dit, lorsqu'il arrivait, monsieur Ebrahimi, lorsqu'il arrivait, il avait la nausée. Il avait très mal à la tête et la nausée. Donc il a pris des médicaments, il prend beaucoup de médicaments, et puis là il a pris un médicament, et il était hyper angoissé, et en fait, à partir du moment où il a reconstruit le lit, et qu'il a vu le lit, il m'a dit comme ça, il m'a dit que c'est comme s'il y avait une peur qui quittait son corps. Quoi. Pourquoi ? Parce qu'il voyait finalement, enfin la salle, cette pièce, alors elle n'est pas exactement comme l'autre, mais même le lit n'est pas exactement parce que les dates étaient collées dans le vrai lit. Mais il n'empêche qu'il arrivait à voir cette scène-là, parce qu'à l'époque il avait les yeux bandés, qu'il ne voyait rien. Là, enfin, il voyait, quoi. Oui, c'est très important. Ce que tu dis, c'était pas tout à fait le même lit. Et il le dit bien à un moment. Oui. À la fois c'est cela, et à la fois c'est pas ça. Et c'est en cette division même que ton travail, ça évite d'être l'antichambre de la répétition de ce qu'il a vécu. Oui. Ça vient au contraire en manifester une dimension, mais tout en abordant le côté répétitif. C'est pas la même chose. Tout à fait. Il le dit, il sent bien que c'est pas tout à fait ça. Et c'est ce qui lui permet finalement de ne pas se sentir totalement identifié à la scène première. Et avec l'avantage, cette scène, je la trouve très belle. Je ne sais pas si les gens ont été touchés, mais vous êtes tous les deux chacun du côté du lit. Quand même, c'est pas, bon, je suis analyste, c'est pas la position, mais on sent que ça, c'est pas seulement une remémoration qui s'adresse à quelqu'un, quand même, c'est pris un petit peu dans ce transfert, dans ce lien un peu quand même, qui permet de dépasser un peu. Voilà, c'est mes premiers éléments, en tout cas, de ce que m'évoque ton film. Merci. Vous avez des questions? Déjà, merci pour ce film qui est plus que touchant, en fait, bouleversant. Et je m'interroge, Meran, sur ta volonté donc, de vouloir toucher ces bourreaux, en fait. Et c'est ce qui se passe à la fin du film, où il y a toute cette discussion autour de ça. Et je voulais aussi poser la question à M. Robin sur quand on est dans cette dimension-là, quand on est bourreau, est-ce qu'on peut être bourreau et avoir de l'empathie? Ça, c'est la question. Pour moi, ce sont des psychopathes, en fait. Ouais. Et le fait de vouloir, à travers ce film, les sensibiliser, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, puisque par définition, un psychopathe n'a aucune empathie. Hein, on le voyait, par exemple, sur le procès de Klaus Barbie, ou avec personne qui est dans ça, enfin, ça ne le touche pas, quoi, du tout. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est vrai que les tortionnaires, donc ça c'est après avoir discuté avec Françoise Sironi que j'ai compris ça. Françoise Sironi, elle était aussi, je crois qu'elle faisait partie des fondatrices de la fondation Primo Levi, non? Oui, elle a participé. Elle a écrit un livre sur Victimes et bourreaux. Ouais. Elle a écrit le livre qui s'appelle Victimes et bourreaux, et puis un deuxième qui s'appelle Comment devient-on tortionnaire? Mais elle en a écrit plusieurs. Comment devient-on tortionnaire? C'est sur un tortionnaire khmer, en fait, le chef du camp S21. Et comment victime et bourreau, c'est sur la méthode pour fabriquer des bourreaux. Parce qu'il y a des cours pour devenir bourreau. Et donc, elle explique un peu comment ça fonctionne. Et il y a un rituel, tout ça. Et donc, quand j'avais discuté avec elle, je lui avais posé la question de est-ce qu'on peut toucher le tortionnaire?
Elle avait dit c'est possible. Alors c'est pas possible dans le film, hein, mais c'est possible parce que elle considère que chaque personne a une clé. Chaque personne dont la porte est fermée a une clé et qu'il faut trouver juste la clé. La clé, elle est très dure à trouver. Mais c'est pas vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de clé et que cette porte-là elle reste fermée à vie. Il y a forcément, alors c'est pas un film et c'est peut-être pas non plus une relation, c'est peut-être des années ou quelque chose, mais en tout cas la porte elle peut toujours s'ouvrir. Il faut espérer. Et elle disait que, alors, je sais plus si c'est elle ou une collègue qui avait soigné quelqu'un qui suivait quelqu'un qui avait réussi à échapper à un psychopathe, un serial killer qui voulait la tuer. Elle avait réussi à trouver la clé au moment où le serial killer allait passer à l'acte. Cette femme était, je crois, elle travaillait avec des enfants. Elle avait réussi à trouver en très peu de temps l'enfant qui était chez le mec, le monsieur qui voulait la tuer, et puis c'est ça qui l'avait sauvé, quoi, sur le coup. Donc cette clé-là, elle était... Et donc moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, et ça ne veut pas dire qu'avec ce film, j'arrive à trouver, avec mon Pierre-Rémy, j'arrive à trouver cette clé-là, mais ça veut dire tout simplement qu'il faut la chercher. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que je filme mes projets un peu de société sont toujours ratés, mais au moins, je suis sûr que ma démarche elle est bonne. C'est-à-dire le fait de vouloir toucher l'autre, le fait de vouloir parler à l'autre, le fait de vouloir un peu ébranler l'autre, ça c'est, disons, noir, quoi. Disons, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon c'est la guerre. Je vois pas comment est-ce qu'il faut faire. Et puis, alors, c'est peut-être prétentieux, ou je sais pas, mais c'est vrai que moi, en Iran, moi, je me suis déjà retrouvé dans des petites situations d'interrogatoire. Et j'avais toujours ça en tête. Comment je peux le toucher? Et cette question de comment est-ce qu'on peut le toucher, c'est une question que se posent tous les Iraniens, tout le temps. Même ici, lorsqu'il y a une manif, par exemple, de n'importe quelle manif où on voit des gens, des jeunes gauchistes qui sont face aux policiers et qui avancent pour leur donner une fleur, ils cherchent quoi? Ils cherchent la clé en offrant la fleur. Et donc, c'est toujours cette clé-là qu'on cherche pour éviter la guerre. Alors, c'est vrai que là, le proposer comme ça, c'est naïf, mais de la même manière que la fille, lorsqu'elle fait ça, ou le garçon, lorsqu'ils font ça, c'est naïf. Ou lorsque la vieille dame, à Téhéran, elle va voir les Bassidji, les miliciens du régime, en disant « Arrêtez de taper les gens ». On peut aussi lui dire à elle que c'est vain de penser que ces gens-là vont arrêter de taper parce que tu le dis. Mais il n'empêche qu'elle ne peut pas faire autrement que lui dire. Tu vois, donc finalement, c'est plus peut-être sur la démarche, mais en plus que ce soit sur la démarche, moi je pense quand même que lorsque M. Harmonier dit avec ce mec, on peut rien faire, ce monsieur à la fin du film, lorsqu'il dit avec ce mec-là, on peut rien faire, qu'est-ce que le mec il voit? Parce que finalement, on s'adresse à lui. Moi, quand je mets ça dans le film, parce que je me dis, il va le voir. Donc il va le voir, il va voir que celui-ci, qui a l'air pourtant très sincère, là, cette fois, il est seul à le regarder. J'imagine que M. Farahani, dont parle M. Harmony, va regarder le film et qu'il sera le seul à le regarder. Il va voir que M. Harmony considère qu'il est irrattrapable. Qu'est-ce que ça va lui faire, le fait qu'il pense qu'il est irrattrapable? Je ne sais pas. Peut-être que ça lui fera quand même quelque chose. Peut-être pas grand-chose, mais au moins un petit truc, quoi. Je pense que c'est aussi une question de tempérament, de nature. Ma nature à moi, c'est celle-ci, quoi. Ça veut dire que tu ne considères pas que ces bourreaux, ces interrogateurs, sont des psychopathes? Ils sont malades, en fait. Je pense que c'est... Alors, est-ce qu'ils sont psychopathes? Je ne sais pas. Oui, je ne pense pas qu'on puisse trancher malheureusement cette question très ancienne entre Ricoeur, Arendt, etc. sur la question du mal, essence ou circonstance. On a bien compris avec le temps que dans certaines circonstances, on peut être amené à faire des choses que dans d'autres circonstances, on réprouverait avec la plus grande force, la plus grande vigueur. Donc c'est quand même quelque chose de difficile. Après, on voit bien que la différence entre eux et nous, et on le voit à travers certains de tes collègues là ou dans Mon Pyrénées, qui peuvent être mis en position, on ne fait pas éprouver la jouissance à un névrosé. Je sais pas, tout de suite, il se débine, il s'effondre, il pleure, il n'est pas bien, on sent qu'il y a un moment de division
comme ça, qui est bon. Là, ça nous, de ce côté-là, oui, on sent qu'il y a des gens qui ont des aptitudes, quand même, qui ne se sont pas divisés nécessairement par produire des actes. Où là, vous et moi, sûrement que mis dans une certaine position, on ne nous fait pas éprouver, expérimenter la dimension de la jouissance de l'autre. On sent très bien que ça, c'est pas possible. Et je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse trancher. Moi, mais je pense que ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que de la place où je suis, moi, je ne peux pas comprendre cette position qui est la tienne parce que je n'ai pas vécu ton expérience, je n'ai pas vécu dans un monde, quand même, par expérience, et on voyageait aussi pas mal dans ces pays-là, mais c'est des mondes quand même très particuliers. Des mondes un peu totalitaires comme ça. On parlait de cette place-là, c'est pas parler de la nôtre. Il y a quelque chose quand même d'une expérience là, j'ai l'impression, qui fait que c'est sûr qu'on peut pas, pour nous, ça nous paraît naïf, peut-être parfois, mais à la fois j'entends ce que tu dis quand même, qu'on a envie quand même d'entamer un peu. On a envie d'ébrécher comme ça. On se dit c'est pas possible. C'est mon voisin, c'est le cousin, etc. Il y a un truc comme ça, c'est pas possible. On se dit que là, et moi je comprends ça. Mais moi je me suis déjà retrouvé en Iran dans des situations où je le dis souvent, je suis désolé si des gens l'ont entendu, mais il y a un Basiji qui m'a dit une fois, quelqu'un que je connaissais très bien, que j'avais filmé pendant de longues années, qui était venu chez moi, j'étais allé aussi chez lui, et il m'avait dit, écoute, je t'aime beaucoup, mais si je comprends qu'avec ton film, tu milites contre la République islamique, je te croque la gorge. Le tracher, peut-être, c'est cette partie-là. Et donc, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas fait au bout du compte? Parce que il a compris que j'étais pas d'accord avec son avis. Je pense que ce qui m'a protégé, ce qui m'a sauvé, c'était le lien qu'on avait ensemble. Et je pense que, en fait, déjà, l'une des fonctions des bandeaux qu'on met sur les yeux, c'est qu'il n'y ait plus de regard, qu'il n'y ait plus de lien. Et donc, en fait, moi, je pense qu'il faut s'acharner à rentrer en lien avec l'autre. Et s'acharner à inonder d'autres relations de présence, et c'est ça qui nous sauve, quoi. Plus on dit non, l'autre il est infréquentable, il faut le mettre de côté, il faut le fuir, parce que plus on dit ça, finalement, plus on divise les choses, quoi. Et moi, j'ai toujours, quand j'allais en Iran, tant que j'allais en Iran, je les inondais de ma présence. Mais vraiment, j'étais. Il y a des moments où il disait, mais lâche-nous la grappe. Mais vraiment, monsieur Malekandi, dont je parlais, il m'a dit ça, il m'a dit, mais lâche-moi la grappe, t'en as pas trouvé d'autres, des énergumènes comme moi, va en voir d'autres, quoi. Voilà, pour dire que le lien, la relation, j'ai l'impression quand même, ça peut être un rempart à la violence. Alors, tout dépend des moments, hein, parce que quand on connaît aussi très bien quelqu'un, on peut aussi après le frapper encore mieux. Mais voilà. Merci. J'apprécie beaucoup les ambiguïtés du film. Vous m'entendez? Approche-toi un peu plus. Ok, voilà. J'apprécie beaucoup les ambiguïtés qui font ressurgir le film, beaucoup de complexité. Que pour moi, en tant qu'Iranienne, ça m'a parlé de l'Iran, mais ça m'a parlé de la survie surtout, et aussi de cette ambiguïté qui est bourreau et qui peut être bourreau. Je pense que c'est tort de dire eux et nous, parce que les Français aussi, ils ont torturé beaucoup pendant la guerre en Algérie et ailleurs, pendant toute la colonisation. En ce moment, il y a des milliers de Palestiniens qui sont en train d'être torturés par l'armée israélienne et aussi des colons. C'est pas une question qui se résume pour parler de l'Iran ou pour parler ailleurs. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le fait que le film m'a touché sur le niveau intellectuel, mais très peu par rapport à notre histoire en tant qu'Iranien, parce que j'ai retrouvé beaucoup d'histoires là-dedans. Et je trouve que là où il y a des ambiguïtés, la perplexité, je ne sais pas comment le dire, c'est le fait que chacun est un personnage, toi aussi, et toi tu cherches quelque chose totalement différent que les autres. Oui, on cherche pas la même chose. Et chaque personne par rapport à son vécu a totalement une autre interprétation et urgence.
Et je pense que c'est très fort d'avoir Farid Rahmani à la fin, puisque c'est presque lui qui est né dans ce système et qui vient de ce système et qui le comprend le mieux. Puisque les autres, elle était trop jeune peut-être, et le monsieur qui a été pris un peu par hasard, il se retrouve là-dedans. Et bon, il y a quand même des particularités du régime iranien ici. Mais je voulais dire ça, que je ne pense pas qu'on peut dire que les bourreaux sont ni les psychopathes, ni les autres, ni juste en Moyen-Orient, puisqu'ils ont été parmi nous partout dans le monde. Et ils sont peut-être à nos portes. Oui, il y a une reconnaissance de la pratique de la torture, ça on le sait. Là où à un moment on a cru au siècle dernier, il y a longtemps quand même, qu'on pouvait quand même, par tous les traités internationaux, etc. Bon, il y a des associations, à la CAT, l'association pour l'abolition de la torture. Il y a plein d'organismes qui sont créés pour lutter contre ça. On a cru à un moment qu'on pouvait l'éradiquer, mais on se rend compte que c'est une pratique encore extrêmement pérenne et bien distribuée sur le globe. Et pas en voie de désuétude. Moi, ce qui m'étonne, c'est votre croyance que les bourreaux pourraient avoir envie de voir ce film. Ils ne pourraient pas avoir envie, ils vont le voir parce que... Enfin, ils regardent des films de toute façon, ils sont obligés pour ensuite arrêter les gens, les mettre en prison, les juger, tout ça, ils regardent. Après, les torsions, tout dépend desquels, quoi. Mais il y en a qui sont obligés, c'est leur fonction, c'est leur métier. Et puis après, il n'y a pas 10 000 films où on parle d'eux, on parle à eux. Il y a 2 films, enfin, au moins ces 2 films, Mon pire ennemi, l'autre film qui est aussi ici, et Là où Dieu n'est pas, ce sont des films où je m'adresse plutôt directement à eux. Moi, j'ai toujours considéré insuffisant de ne parler que des gens qui me ressemblaient. C'est vrai que dans Mon pire ennemi, c'est plus direct. C'est plus directement que je m'adresse à eux à travers donc l'expérience qu'on vit avec ça. Dans celui-ci, c'est un peu plus forcé, mais il n'empêche que je trouvais insuffisant que ce soit juste un film qui témoigne de ce que c'est que, par exemple, la domination, la torture, tout ça. Je trouvais que c'était insuffisant d'en rester là. Et qu'il fallait, pour moi, donner une autre dimension qui fait que d'un coup, le film questionne le présent, quoi. Le présent, finalement, de celui qui regarde le film et de celui qui est en Iran aujourd'hui, de celui qui exerce cette violence-là, et aussi quelque part de notre responsabilité à nous tous. De comment est-ce qu'on peut agir face à ça, quoi. Parce que juste témoigner en disant regardez comme c'est horrible, qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Alors moi je ne dis pas que j'ai la bonne réponse, mais au moins je trouve que c'est insuffisant comme constat. Oui. Merci Méran pour ce film et pour les 2 films très intéressants. Moi c'est le dispositif que je souhaiterais interroger. Oui, donc sur le dispositif qui m'interroge et que je trouve intéressant et j'aimerais en savoir plus. Dans le film Mon pire ennemi, très clairement, tu demandes à des personnes qui ont été victimes de la République islamique de jouer le rôle de bourreau. Là, c'est un petit peu moins clair, notamment Tahrir Rahmani, je crois, ne le joue pas du tout. Est-ce qu'il a refusé de le faire ou pas? Et c'est vrai que ce dispositif, je vois 2 aspects. Déjà, est-ce que la victime est la meilleure personne pour jouer ce rôle-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque comment toi, tu t'es positionné par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on peut voir que ça la met dans une situation qui peut être particulièrement perturbante en tant que victime. Et en même temps, ce qu'on voit très clairement dans ce film, plus que dans Mon pire ennemi, où pour le coup, on voit une victime jouer le rôle de bourreau tellement bien qu'on se dit, finalement, où est est-ce que bourreau et victime sont possibles dans une même personne? Qu'est-ce que ça interroge? Là, on voit que très, très clairement,
qu'il y a presque un côté thérapeutique en fait. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je perçois, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles revivent une scène en étant accompagnées, en prenant une distance avec l'événement. Et donc je serais aussi curieuse de savoir si elles l'ont vécu comme ça ou pas. Il y a plusieurs questions dans tout ça, mais voilà, je trouve que le dispositif il pose beaucoup de questions. Oui, bah, disons, alors, il n'y a pas une réponse de la même manière que c'est ce que les bourreaux, on peut les toucher, tout dépend aussi des bourreaux, des tortionnaires, tout ça. Là, c'est pareil. Il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Par exemple, M. Armandi, pour lui, ce film, c'était juste un calvaire. C'était enfin un calvaire parce que M. Armandi est l'époux de Narges Mohammadi, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui a eu le prix Nobel de la paix là, et qui est aujourd'hui en prison. Donc M. Armandi, quand il fait les 100 pas, il pense à sa femme, pas uniquement à sa femme, à tous ses amis qui sont aujourd'hui en prison. Et donc, mais par contre, pour lui, c'est important de témoigner, parce qu'il pense qu'il faut dénoncer, parce qu'il pense qu'il faut raconter ça, et que de toute façon, un film, s'il est vu, c'est une façon aussi de militer, et puis de dénoncer ce que fait la République islamique. Donc lui, il est un peu là pour ça, quoi. Après, moi, je suis là pour autre chose. Enfin, je suis aussi là pour ça, mais je suis aussi là pour mes questions. Et Monsieur Ebrahimi, pour lui, il y a eu vraiment une dimension. Pour Monsieur Ebrahimi et Roman, donc la femme, il y a eu une dimension vraiment thérapeutique pour eux. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont raconté, qu'après le film, ils avaient été très bien. Très bien, parce que là, on voit que, par exemple, M. Ebrahimi m'allonge sur le lit, et puis il me lacère ou m'enferme, disons, avec des monotes. Mais au bout du compte, on est tous conscients qu'il y a une caméra et qu'on fait un film, on fabrique un film. Et donc, Romain, lorsqu'elle marche et qu'elle joue le rôle du tortionnaire, elle le dit à un moment donné, elle dit, tu es en train de me transformer en bourreau. Je dis, mais ton problème, est-ce que ça te fait mal, ou bien que c'est juste une question d'image par rapport à ses copines qui les critiquent. Elle dit que c'est une question d'image, parce que ça lui fait pas mal. Elle est juste en train de jouer pour raconter une histoire. Elle dit quel est le rôle de l'autre. On sait grosso modo quel est le contrat, pourquoi elle le fait. Voilà. À partir du moment où le contrat est clair et on comprend pourquoi elle le fait, elle n'a pas de problème avec ça. Et donc, disons que s'il n'y avait pas eu la caméra, s'il n'y avait pas eu l'enjeu du film, ça aurait été en effet juste de la douleur pour rien, quoi. Mais à partir du moment où il y a un film et que ça leur permet de militer, c'est aussi quelque chose d'autre. Il ne faut pas oublier qu'il y a une caméra qui filme, un ingé son qui prend le son, et qu'ils sont là pour quelque chose, ils sont là pour ça, quoi, pour raconter ça. Oui, merci pour ce riche matériau et douloureux. J'ai plusieurs questions. Déjà, je voulais savoir quelles sont éventuellement les conséquences pour vous si je passais ce film en Iran. Et la deuxième chose, c'est dans la préparation, justement, on est très proche de quelque chose de, je sais pas si c'est vraiment cathartique, etc. Est-ce que vous avez une préparation? Est-ce que dans l'équipe, vous étiez fait encadrer sur des risques que vous connaissiez suffisamment les sujets pour anticiper des réactions? Préparer pour des problèmes de traumatisme, de retraumatisation. C'est une vraie question. Alors je réponds juste à cette question-là, la première. Et sur cette question, je crois qu'il y a une question éthique qui est posée. On pourrait dire, tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas psychanalyste, qu'est-ce qui t'autorise à mettre en place un psychodrame? Parce qu'on peut le nommer comme ça. Ça nous donne l'impression que c'est du psychodrame. Psychodrame, le mec qui l'a inventé, moi je ne fais pas de psychodrame, je suis psychanalyste, je le fais plutôt Et Moreno il disait que c'est une science qui explore la vérité par les moyens de la dramatisation. C'est marrant, hein, ça pourrait s'appliquer à beaucoup plus de choses. Et en fait, c'est vrai que c'est un moyen de représentation ou de figuration de processus psychiques qui, par ailleurs, n'arrivent pas à se mentaliser. C'est un dispositif quand même extrêmement réglementé. Il y a pour les questions que vous les posez, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au réel de la chose sans que ça trouble. On sent bien. Alors, pour certains, ils le disent à un moment, voilà, moi je ne peux, voilà, la rupture d'identification, je ne peux pas aller plus loin. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Après, comme tu dis, on
c'est vrai que c'est des questions qu'on peut te poser, des questions éthiques. À la fois, on sent bien qu'il y a une connivence, que tout ça est préparé, que c'est du film quand même. Bon, on sent que c'est bordé quand même, mais moi j'entends cette question, bien sûr, qui n'est pas évidente. Non, c'est pas une question évidente. Mais je pense que si on avait été même encadré par un psy, il aurait galéré comme moi, ou comme nous, comme tout le monde. Parce que il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une solution, quoi. Moi, je travaille un jour par semaine dans un hôpital psychiatrique depuis maintenant très longtemps, depuis 8 ans. Et c'est vrai que toutes ces questions liées au trauma, on ne peut pas dire qu'il y en a qui savent. Bon, c'est vrai qu'il y a, en effet, il y a une pratique et puis une pratique et puis une expérience. Mais il n'empêche qu'on est toujours face à une situation nouvelle. Et donc, dans ces cas-là, moi, tout ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'être très en lien avec les personnes, très là, et puis très avec toujours des antennes dehors, voir où ça va, voir s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent qu'on s'arrête, prévenir, et puis là, c'est vrai qu'il y a une deuxième couche, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un film, eux ils savent que c'est un film, c'est des militants, et que pour eux, c'est aussi une façon de militer. Et donc, toutes ces choses-là fait que d'un coup, vous savez, moi je considère que les gens c'est pas du sucre, quoi. C'est-à-dire les gens, ils sont ou qui fondent au premier bout d'eau qu'on leur verse dessus. Les gens, s'ils sont d'accord pour faire, pour endurer, pour raconter, moi je suis pas là pour leur dire qu'ils peuvent pas le faire. Pour eux, c'est aussi une opportunité de militer à travers le film. Et pour ce film, pour tout le monde, c'est une souffrance, quoi, quelque part. Pour eux, c'est une souffrance, mais cette souffrance-là, elle est toujours là. Monsieur Ebrahimi, aujourd'hui, quand il marche dans la rue, il a mal aux pieds. Toujours. Là, il le dit dans le film qu'il a mal aux pieds. Et il a encore mal aux pieds. Il a tout le temps mal aux pieds. Constamment. Donc, il ne peut pas marcher sans avoir mal aux pieds. Donc, à chaque fois qu'il marche, il pense à la torture qu'il a subie. Donc, c'est quelque chose qui est très présent. Donc là, cette fois, il est en train de fabriquer quelque chose avec. Oui, moi je suis assez d'accord pour dire, c'est pas, même si ça ressemble, c'est pas du psychodrame, c'est un truc entre militants, témoins, cinéastes, il y a un gros travail autour de ça, même si ça peut donner par moments l'allure du psychodrame. Pour moi, je crois qu'il faut être clair, oui, c'est pas cette dimension, c'est pas ce que tu voulais faire. Si le surcroît, ça vient, tant mieux, mais je crois que c'est pas du tout l'enjeu. D'ailleurs, moi qui travaille sur... Nous, on n'imaginerait pas aller vers la question du savoir, ce qu'il en est de ces choses-là, de ce qui s'est passé 9 ans. C'est pas l'étape du soin. Ouais. Le récit d'un torturé ou de gens qui ont vécu des violences de cet homme, c'est pas le récit détaillé des faits. On a fait, nous, un colloque il n'y a pas si longtemps sur la pudeur. La pudeur, c'est un non-savoir. C'est un dessaisissement du regard et du savoir. Là où, au contraire, ils se sentent déjà nus. Voilà, c'est plutôt reconstruire quelque chose, c'est que même dans cette nudité, on n'est jamais totalement sous le regard de l'autre. C'est plutôt reconstruire quelque chose de cette intimité violée. Donc, c'est pas du tout cette dimension psychodramatique. On va jusqu'à essayer la révélation des choses. C'est vrai que c'est autre chose. C'est un type de travail. Pour ça, je dis que c'est autre chose que vous avez fait. Je pense que c'est important de marquer cette. Sinon. Et n'oublie pas la question sur l'Iran aussi. Oui, Première des deux questions, c'était sur l'Iran et les risques encourus. Ah oui. Les risques de quoi? Est-ce que moi je prends des risques? Non, il ne sera pas diffusé, il sera vu par Vimeo, comme beaucoup de films, comme énormément de films, 80% des films. Il sera vu, forcément, parce que les films après ils sont piratés et puis ils circulent, quoi. Moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Vous parlez de bourreaux, mais ces gens-là, ils ne se voient pas plutôt comme des justiciers? Qui ça? Des bourreaux? Les bourreaux. Bah, le bourreau de M. Ebrahimi, je ne crois pas qu'il se voit comme un justicier. Celui qui est... donc lui, son bourreau, là, celui qui le fait avouer qui lui fait tirer des faux aveux en disant est-ce que tu connais un tel, dit que tu étais un espion israélien, alors qu'il sait pertinemment que c'est faux. Parce que c'était tellement faux que finalement il a fini par sortir. En fait, lui, il servait à quelque part à coincer
une partie des gens qui défendaient la République islamique, à travers lui et puis d'autres, les 107 personnes. Ils avaient un scénario, et dans ce scénario, ils allaient impliquer Rafsanjani et puis d'autres gens, quoi. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Donc tout ça, c'est des faux aveux. Mais je pense que le tortionnaire de M. Rahmani, celui qu'on voit à la fin, celui du début de la Révolution, était en effet un justicier. Tout dépend des périodes, en fait, des périodes de l'histoire de l'Iran. Juste après, pour revenir sur la question de la dame, sur... nous, on a fait l'expérience du lit 2 fois. Une première fois, M. Ebrahimi, ayant envie de vomir, il s'est arrêté et puis il s'est repris, il a dit enlève le mannequin. Le mannequin. Donc ce qu'on voit dans le film. Et la deuxième fois, il a dit attends, mais le mannequin c'est hyper bien, tu veux pas t'allonger aussi. Il était hyper en forme, il voulait qu'on le fasse jusqu'au bout. Il était hyper joyeux, il dit je me sens super bien parce que là, ça y est, j'ai compris que on faisait un film, il n'y a plus de doute pour moi. Et puis, donc là, le film, il est complètement là, on peut le faire, on le montre, tout ça. Oui, c'est important ce que il a compris vraiment que c'était un film, il faut rester dans cette dimension. Ça, c'était la deuxième prise quelques jours après. Moi, après, au montage, il fallait que je choisisse entre la première version ou la seconde. Je ne pouvais pas montrer les deux. Donc j'ai gardé la première version. Parce que là, on voit l'impossible. Dans le deuxième, on ne voyait pas l'impossible. On aurait presque pu dire, bon, bah, c'est rien tout ça, quoi. C'est un lit et puis on frappe sous la plante des pieds. Dans le premier, il ne peut pas. Il a du mal. Il veut qu'on enlève tout ça. Et donc, on est face à quelque part la limite de la représentation. Et donc, arriver sur cette question de limite de représentation nous permet ensuite d'imaginer. Et alors, tu as commencé à aborder très rapidement sur la question des aveux. Cet épisode qui est un peu à la lisière du film, où tu reproduis un faux plateau de télévision. Et est-ce que tu peux nous raconter le parallèle que toi tu crées avec le fait de reconstituer toi-même des choses? Tu mets un peu face à face deux reconstitutions, l'une pour dire le vrai, ce qui s'est passé, l'une pour dire le faux. Et j'aurais bien aimé que tu nous parles de l'importance que ça a été de remettre ce plateau et de raconter cette histoire de mensonges orchestrés. Moi, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps, de faire leur film idéal, le film qu'ils voulaient faire, quoi. Les tortionnaires iraniens, ils ont toujours, dans des différentes périodes de l'histoire, ils ont eu des pauvres victimes qu'ils ont pris et qu'ils ont emmenés devant la caméra pour raconter des scénarios complètement factices. Et j'avais lu ces histoires-là, un livre là-dessus, il y a une vingtaine d'années, et puis je m'étais dit, attends, il y a quand même un film à faire, quoi. Et donc là, je le fais un peu, ce film-là, à travers, donc grâce à M. Ebrahimi, qui était chef opérateur, et qui, à l'époque, avait complètement été très sensible aux deux caméras qu'il y avait sur le plateau, à la distance entre les deux caméras, aux lumières, comment est-ce que les lumières étaient placées. Et donc, là aussi, je m'étais dit ça, je m'étais dit, voilà, donc c'est aussi l'occasion pour que M. Ebrahimi soit quelque part maître de sa situation, quoi. Qui regarde sa situation à distance, qui redevienne sujet d'une situation dans laquelle lui-même il était objet. Tu vois, il était assis et puis il subissait, et on lui séchait de front parce qu'il était en blessure, il avait les pieds lacérés, et donc du coup rejouer ces scènes-là pour lui c'était quelque part, moi je le vois comme ça, quand il regarde la caméra, il les regarde eux, quoi. C'est comme ça que moi je le vois. C'est quand il est dans leur cadre aujourd'hui, quelque part il les regarde eux et il rigole. Il se marre de eux. Donc il se marre dans leur cadre, quelque part dans l'image que eux ils avaient fabriquée. Tu vois, donc la vraie image aurait dû être celle-ci, quoi. Tu vois, celle de la télé iranienne. Donc c'est un peu pour ça que. Est-ce que je t'ai répondu? Oui. Après il y a cette question de toi et vous, avec ton équipe, à qui tu t'adresses aussi régulièrement, on devine que vous êtes beaucoup, vous-même vous reprenez ce code de la reconstitution qui est presque, on revient sur les lieux d'un crime, on reconstitue, on remet les gens à l'endroit où ils étaient, et je trouve que du coup il y a
un parallèle qui est saisissant dans le fait de réutiliser des armes qui ont été les leurs, mais eux pour créer des mensonges en direct, et toi pour essayer de retrouver une part de vérité. Oui, pour montrer. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça que j'ai voulu faire, c'est-à-dire de montrer quelque part le making-of du film qu'eux, ils faisaient, quoi. Tu vois, en fait, on a fait le making-of du film. Tu vois, ils ont rasé la tête, ils ont mis là-haut, ils ont assis là, et puis après, on a fait leur making-of. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Méran? En fait, on dit Méran, pardon. Je sais Méran, je sais pas. Méran. Parce qu'il y a, on a beaucoup parlé, je trouve, des deux personnages masculins, un peu moins de voilà. Il y a en plus, moi je trouve une dimension de mise en scène supplémentaire, c'est la recréation de l'environnement sonore qui n'est pas dans les autres et qui apporte une gravité extrême à la scène, je trouve. Je sais pas pourquoi tu t'es permis à ce moment-là de le faire, peut-être parce que c'était des morceaux préenregistrés, de la musique. Mais oui, en fait, c'est ce que elle entendait à longueur de journée, mais en fait, ils étaient 70 femmes. Au départ, elles étaient 35. Et comme Roche Dawood a vu que ce truc-là était hyper efficace, que les filles elles craquaient, ils ont décidé d'en ramener encore d'autres. Donc, toutes les semaines, tous les mois, il y avait de nouvelles femmes qui arrivaient, ils continuaient à construire des planches, des cercueils, et puis elles s'asseyaient dedans. Et donc, ça a démarré avec une trentaine de personnes, ça s'est terminé avec 70, et puis donc il y avait des chants derrière, et puis ensuite Roche Dawood qui venait dans leur dos, qui les insultait et qui les encourageait à craquer, quoi. Tu vois. Donc pour elle, c'était aussi important de quelque part de reconstituer cette scène-là pour pouvoir raconter pourquoi est-ce qu'il a changé de camp, tu vois. Pour le raconter vraiment au public, donc à ses copines, quoi, à ses copines qui ne lui parlent plus, tu vois. Pourquoi elle a changé de camp. Et moi, j'étais vraiment surpris quand elle s'est levée et qu'elle a prié. J'étais vraiment, comme on disait tout à l'heure, j'étais vraiment déstabilisé par ce qu'elle a fait, elle, quoi. Elle s'est levée, elle s'est prosternée, et puis moi, dans mes films aussi, c'est vrai que c'est un moment très émouvant, je trouve. Et ce qui est émouvant, c'est l'occasion d'en parler, de parler un peu de cinéma, comme tu disais, parler de cinéma. C'est que moi, dans mes films, la caméra, elle est très présente. Tu vois. C'est-à-dire que moi, quand elle se prosterne pas pour elle se prosterne devant la caméra pour le public. Tu vois. C'est pas la même chose qu'une caméra qui est dans un angle et qui montre une situation. Tu vois, qui montre une action, quoi. La caméra n'est pas dans un angle. On n'oublie pas la caméra. La caméra, elle est devant, et tout se passe devant la caméra. Donc, lorsqu'elle se prosterne, d'un coup, elle se prosterne devant le public. Et le public, il se retrouve à partager quelque chose de très puissant avec elle. C'est-à-dire, d'un coup, elle confie quelque chose de très puissant au public, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on est un peu submergé d'émotions. Oui, puis d'avoir évité tous ces effets d'esthétisation que le cinéma ne manque pas, de pouvoir produire dans ces moments-là. Je trouve que ça, c'est bien d'avoir été, de garder cette sobriété. Ça aussi. Qui n'est pas non plus le réalisme, c'est autre chose encore. C'est une autre position. Et peut-être une dernière question, parce qu'après il va falloir qu'on libère la salle. C'est pas du tout pour te mettre dans l'embarras, hein, mais. Tu peux le mettre. Vous avez beaucoup parlé de la question de craquer, etc. Et je mettrai en lien une chose que tu as racontée ici, c'est-à-dire le choix de garder la scène du lit où c'est trop compliqué, c'est trop douloureux, plutôt que l'autre, et la toute fin du film où tu vas jusqu'au moment où quand même ce monsieur qui est quand même une forme de sagesse, enfin il a une maturité par rapport à tout ce qu'il a vécu, qui fait qu'il est relativement calme face à toi, et tu vas le pousser à bout, en tout cas à un point de rupture. Et moi je me demande pourquoi il a fallu que pour chacun des protagonistes tu les amènes jusqu'au point de rupture.
Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Pas vraiment, quand même, si. Avec M. Ebrahimi, c'est pas vraiment le cas. Roma, elle me donne le tchador, et c'est un peu une boutade. Et c'est vrai que M. Harmony, je l'ai poussé un peu. Pas forcément en fin de scène, hein, mais il a fallu que tu les vois craquer, que tu les emmènes jusque-là. Oui, c'est vrai. Et ça me questionne évidemment sur toi, jusqu'où tu veux les pousser. Voilà, si. Pourquoi tu alors, tu sais quoi? Alors, tous les réalisateurs font des choses comme ça. Le truc, c'est que moi, je le montre. Comme ça, je suis jugé. Et que je montre comment est-ce que les choses se fabriquent, comment est-ce que finalement un film se fabrique. Mais disons que, mettons, au moment où, disons, moi je donne toujours la possibilité, ça permet aussi de construire mon personnage, tu vois, de réalisateur qui est dans le film. Le réalisateur, moi j'ai jamais considéré qu'un réalisateur c'était un gentil, tu vois. Un réalisateur, il est là pour son film aussi, donc il est là, il a une certaine dureté. Déjà rien que le fait de monter des séquences, de couper, tu vois, peut-être M. Ebrahimi aurait préféré la deuxième prise, quoi. J'en doute pas. Alors que la première, elle était plus intéressante. Plus intéressante parce qu'elle part de l'impossible. Et voilà, donc le réalisateur, il a cette espèce de dureté de vouloir obtenir aussi des choses. Et aussi une certaine forme d'égoïsme là-dedans, parce que c'est vrai, quand je demande à Roman de rejouer des scènes que faisait Raj Dawood, et qu'il dit, mais t'es en train de me transformer en Raj Dawood, c'est cruel de ma part de faire ça, tu vois. Mais il n'empêche que quand je le fais, bah elle, ça lui permet d'aller plus loin, de raconter quelque chose, et je comprends que finalement, pour elle, c'est pas non plus horrible, c'est juste que tout simplement que c'est une question d'image qu'elle ne veut pas envoyer aux autres. Mais il n'empêche que je garde ce moment-là comme un moment important pour montrer finalement ce que le réalisateur il fait, tu vois. Comment est-ce qu'un film se fabrique. Dans tous les films, il y a ça. Dans Zman, il le montre aussi, tu vois. Dans Zman, il dit, moi je suis un connard et j'assume, tu vois. Moi j'ai dit, je suis un... C'est la scène du coiffeur qu'on voit dans Shoah qui pourrait ressembler à celle-ci. Oui. La scène du coiffeur, je ne sais pas si vous vous rappelez, il parle pendant 15 minutes, ce coiffeur, et son salon de coiffure, il n'est pas en Pologne, il est, je crois, aux États-Unis. Il parle pendant 15 minutes, et puis on le voit totalement s'effondrer. Il est en Israël. En Israël, en fait, aux États-unis. C'est à Jérusalem. C'est à Tel Aviv, et il s'effondre totalement à la fin. Bon, ça lui est pareil, ça a questionné, il l'assumait pleinement aussi pour les. Bon, c'est vrai qu'il y a des scènes toujours assez singulières, quoi. Moi, votre façon de poser des questions m'a fait penser à Lanzmann. Elles sont très précises, vos questions. Oui, c'est vrai. Vous voulez que les gens précisent les choses. Oui, parce que c'est en faisant qu'on comprend, et que lui, il rentre aussi dans les gestes, dans ce qu'il a fait à l'époque, de ce qu'il a subi à l'époque. Et c'est... vous avez une dimension un peu clinique. On est un peu comme sur un lit d'auscultation de... Oui. Alors, moi je vais vous couper parce que le temps passe dramatiquement. Et plutôt que clinique, moi j'ai un quasiment mécanique, et je trouve que c'est chouette de nous montrer. À la fois, il y a beaucoup de fabrication dans ce film, ce que vous fabriquez vous, puis comment tu fabriques tes films. Et peut-être qu'on peut annoncer qu'il y aura d'autres rencontres, puisque le film sort aujourd'hui, sur celui-là. Oui. Vendredi à l'Espace Saint-Michel. Vendredi à l'Espace Saint-Michel. C'est un exercice très compliqué. Et après, demain, il y a Mon pire ennemi, un festival à Pantin. Ah oui, avec Côté Court. Et puis Mon pire ennemi en salle ici. Et puis aussi, là où Dieu n'est pas, en salle ici également. Merci à vous deux. Merci. Voilà. Merci de l'invitation, Méran. Bonsoir à tous.